Donc Elios, on s'est rencontrés il y a quelques années en travaillant avec Frédéric Lopez sur l'émission Le Secret du Bonheur. Et depuis, on ne se quitte plus. T'es venu au Forum Avila et on se revoit maintenant. T'es quoi? T'es un docteur en psychologie positive? Non, pas docteur encore, j'ai pas fini ma thèse, je te l'ai dit. Oh, c'est moche. Je suis doctorant. T'es doctorant. Et donc, c'est quoi la psychologie positive? Et après, il faut me dire comment t'y es arrivé. Ok. Alors, on peut dire que la psychologie positive, c'est l'étude des processus, des outils, des conditions qui expliquent le bonheur des individus, mais aussi des groupes et même des sociétés. Et très important directement de faire la différence entre la psychologie positive et la pensée positive. Alors, quand je dis la pensée positive, ce ne sont pas les pensées positives, bien sûr, mais la pensée positive en tant qu'idéologie, voilà, c'est une pensée assez simpliste qui parfois nous fait croire qu'il suffirait de penser d'une certaine manière, qu'on pourrait contrôler le monde par nos pensées. Donc, pensez très fort que vous désirez quelque chose et ces choses vont arriver dans votre vie. Et ce mode de pensée-là a plusieurs risques. Un risque, c'est de faire en sorte que les gens se sentent coupables ou responsables de choses qu'ils ne contrôlent pas. Je pense aux gens qui ont des maladies, par exemple. Ça ferait croire à des personnes qui sont très malades, qui ont le cancer, par exemple, qu'elles ont le cancer, parce qu'elles ont pensé trop négativement, et qu'elles pourraient guérir magiquement en pensant positivement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien dans la science qui montre que cette forme de pensée naïve ait quoi que ce soit à voir avec une forme de guérison. Et au contraire, ces personnes se sentent coupables plusieurs fois d'être malades, de ne pas guérir, ça les empêche de partager avec leur environnement sur ce qu'ils ressentent, et donc ça a des effets pas positifs, mais des effets plutôt négatifs. Alors c'est quoi la psychologie positive? La psychologie positive, c'est une discipline scientifique, la science avec toutes ses limites bien sûr, la science n'a pas que la vérité, mais qui essaye d'objectiver avec des expériences par exemple, voilà, en faisant passer des questionnaires, en faisant des expériences où on essaye de voir si, par exemple, un exercice, la gratitude, le fait de dire merci 5 fois pour 5 choses, une fois par semaine pendant 2 mois, est-ce que réellement ça a un effet sur notre état de bien-être, ou est-ce que c'est juste une croyance que l'on peut avoir? Mais du coup, on a aussi des croyances qui sont maintenant corroborées par la psychologie positive. Complètement. La gratitude, par exemple, on la trouve dans toutes les religions, cette question de se dire, voilà, ce sentiment de la chance de ce que nous avons, on peut le trouver partout, dans plein de traditions. Et la science aujourd'hui nous dit, tiens, oui, c'est vrai, on trouve des arguments qui vont dans ce sens-là. Et toi, tu fais des expériences comme ça? Je fais des expériences, mais je partage aussi beaucoup d'expériences qui ont été faites par des centaines de chercheurs plus intelligents que moi de par le monde. Voilà. J'y participe évidemment à mon niveau, mais il y a beaucoup de chercheurs. Oui. Donc tu fais quoi à l'université? Je m'adresse aux émotions et comment notre relation avec nos émotions peut justement nous permettre d'avoir une vie plus ouverte, une vie plus heureuse pour nous-mêmes, mais aussi dans nos relations avec les autres. C'est une science qui est ultra jeune. Oui. D'ailleurs, comme la science qui est assez jeune, comment t'es arrivé à ça? Parce que t'es dans les pionniers quelque part. Je crois qu'on peut difficilement mettre dans les pionniers. Il y a... Bah si, c'est jeune. Oui, dans 100 ans, ils diront que t'étais un pionnier. Peut-être. Alors, c'est une science qui est jeune, et en même temps, si on voit Carl Rogers, Abraham Maslow, des grands cliniciens qui étaient les vrais précurseurs de la psychologie positive, mais à une époque où on n'avait pas les moyens de la science d'aujourd'hui, on va penser aux neurosciences par exemple, mais même en termes de recherche, on n'avait pas autant de recherche qu'aujourd'hui. Ils ne sont pas passés à la postérité comme de grands chercheurs, mais comme de grands cliniciens, et donc Martin Seligman et d'autres ont été les personnes qui ont repris toutes ces idées sur le côté lumineux de l'être humain et sur les forces de l'être humain, mais les ont soumises à des protocoles scientifiques très rigoureux. Donc cette science n'est pas nouvelle. Et on peut dire que c'est encore moins nouveau si on pense à la philosophie grecque, où il y a vraiment quelque part cette question du bonheur, cette question de la vie bonne. Juste avant, je regardais une citation d'Épicure qui disait « Il faut méditer sur ce qui procure le bonheur, car lui présent, nous avons tout, et lui absent, nous faisons tout pour l'avoir. » Et donc chacun dans notre vie, bien sûr, c'est ce bonheur, c'est ce que nous recherchons. Aristote disait ça aussi, le bonheur c'est le souverain bien, c'est la quête de toutes les quêtes. Mais là où la question devient importante, c'est quoi le bonheur? Parce qu'en fonction de la définition du bonheur... Alors c'est quoi le bonheur, Elios? En fonction de cette définition, on peut s'engager vers un pays où on n'arrive jamais, où on peut peut-être mettre en place certaines choses qui vont améliorer notre qualité de vie.
c'est quoi le bonheur? Ouais, c'est quoi le bonheur? Tu m'as pas dit comment tu étais arrivé à la psychologie positive, mais c'est pas grave. C'est quoi le bonheur? On y reviendra. Il y a de très nombreuses conceptions du bonheur. On pourrait en illustrer deux, même si c'est simpliste. Une conception qui serait une conception plutôt hédonique du bonheur, où on confondrait le bonheur avec le plaisir. C'est une conception très matérialiste aussi, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, et qui est le bonheur quelque chose qu'on peut s'approprier, c'est quelque chose qu'on peut consommer, c'est aussi quelque chose qu'on peut atteindre, ce serait comme on peut aller quelque part à un endroit qui s'appellerait le bonheur. Et ça mène à quoi? De très nombreuses recherches nous montrent aujourd'hui que quand on est à la poursuite du bonheur, obsédé par le bonheur, parce que le bonheur serait une chose matérielle qu'on pourrait acheter, vendre, atteindre, acheter un tel livre par exemple, le mien, il va me rendre plus heureux. Ça ne fonctionne pas et on sait que plus on est dans l'obsession du bonheur, moins on est heureux. Ah bah zut, comment on va faire? Oui, comment est-ce qu'on va faire? Et donc c'est le risque, cette obsession du bonheur, et c'est le bonheur comme un produit, comme un objet, comme une destination, le bonheur comme impératif. Vous devez être heureux, et il y a beaucoup de gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être assez heureux. Quel paradoxe. Alors il y a une autre conception du bonheur qu'on dirait plutôt eudémonique, et qui serait le bonheur comme du sens dans l'existence, le bonheur comme le sentiment que notre vie vaut la peine d'être vécue, et quoi qu'il nous arrive. Et donc ce bonheur-là, c'est plutôt un acte, c'est plutôt une manière de fonctionner dans l'existence. C'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, on ne peut pas atteindre ça, mais c'est quelque chose qu'on peut manifester dans sa vie. On peut vivre en cohérence de cette manière-là. Ah, mais quand on voit le monde tel qu'il est, quand on regarde les informations, quand on regarde aussi le milieu dans lequel on travaille parfois, on peut se sentir complètement oppressé par ce monde. Est-ce que c'est pas naïf que de donner du sens à tout? Parce qu'après tout, on peut donner le sens qu'on veut. Est-ce que c'est pas une forme de démence que de donner être heureux dans un monde qui peut être ultra violent? Alors est-ce que ce ne serait pas naïf dans l'autre sens aussi de se mettre des idéaux complètement absurdes du bonheur, des idéaux qu'on ne va jamais atteindre, et être dans une forme d'envie toujours, dans ce cas, cette première conception du bonheur, le bonheur prend toujours la forme de ce que nous n'avons pas, de manière matérielle, de manière relationnelle, et toutes les études, elles sont claires là-dessus, dans les couples, à force de regarder, que ce soit des séries, des émissions TV qui nous proposent des vies de couples merveilleux, eh bien on se sent moins satisfait. Alors l'autre conception du bonheur, elle peut paraître absurde, mais ce n'est pas ne pas regarder le monde comme il est, c'est regarder le monde de manière lucide, les yeux ouverts tel qu'il est, mais de choisir dans le monde tel qu'il est, de porter le regard sur ce qui donne du sens. À n'importe quel endroit, ici, on peut choisir de regarder par la fenêtre le béton, et on peut choisir de regarder l'arbre. Le béton est là, l'arbre est là, donc on n'invente pas quelque chose, et donc ce n'est pas une manière naïve d'éviter les difficultés, ou de créer quelque chose de positif qui n'est pas là, mais c'est de choisir, par notre attention, de porter le regard sur ce qui nous donne du sens. D'accord. Alors, comment t'es arrivé à la psychologie positive? Comment suis-je arrivé à la psychologie positive? Ouais. De par mon intérêt pour les émotions. Donc tu as fait des études de psychologie, c'est ça? Non, je me suis intéressé à un courant qu'on nomme l'école de Palo Alto, en Oui. psychothérapie, où j'ai fait 3 années en psychothérapie, et qui était déjà un courant très intéressant, de cette approche paradoxale, où le cœur de cette approche nous disait, tiens, c'est souvent les solutions que nous mettons en place pour résoudre nos problèmes qui deviennent le problème lui-même. À force de poursuivre le bonheur, c'est la poursuite du bonheur qui nous empêche de l'atteindre, parce que tout à la poursuite d'un idéal très loin ailleurs, on oublie de regarder le bonheur tout petit là où il est ici. On oublie de faire attention à notre conjoint, à nos enfants, au chant de l'oiseau et aux petites choses qui peuvent donner du bonheur au quotidien. Et alors, l'approche de Palo Alto nous montrait aussi qu'on n'a jamais autant de difficultés de sommeil que le jour où on se dit « il faut absolument que je dorme ». Et de nouveau, la solution, se forcer à dormir, devient le problème. Avec nos émotions, c'est très clair. La solution qui est essayer d'éviter de ressentir des émotions difficiles. Tous ceux d'entre nous qui veulent éviter une vie émotionnelle, qui veulent éviter d'être anxieux, triste, et ainsi de suite, le fait d'être absolument dans l'évitement de nos émotions finit par devenir un problème. Et comment tu as découvert la psychologie positive? Donc, par cette psychologie d'abord de Palo Alto, puis la psychologie des émotions, j'ai fait 4 ans de recherche à l'Université catholique de Louvain en psychologie des émotions. Et quand on étudie les émotions, on s'intéresse aussi à ce qu'on va appeler les émotions positives. Alors, c'est discutable aussi, parce qu'aujourd'hui, je tendrais plutôt à dire qu'il n'y a pas d'émotions positives et négatives. Il y a des émotions qui sont agréables, qui ont des conséquences positives sur notre vie, et d'autres émotions qui sont plutôt désagréables et inconfortables, mais elles sont tout aussi importantes pour l'être humain, et c'est important justement de les apprivoiser, de les accueillir, parce que le fait de rejeter les émotions désagréables est plus porteur de difficultés et de problèmes que de solutions. Je prends un exemple tout simple. Si nous nous sentons anxieux socialement,
on n'a plus tellement envie de voir les personnes autour de nous, et que dès que quelqu'un nous invite à un groupe, on dit non, on s'enferme. À très court terme, on se sent mieux, ça nous soulage évidemment, puisqu'on a évité, mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer? On va se sentir de plus en plus prisonnier de cette forme d'anxiété, on va éviter de plus en plus d'endroits, de plus en plus de personnes, et notre vie se réduit, s'appauvrit. Donc à chaque fois qu'on est dans l'évitement de nos émotions difficiles, notre vie s'appauvrit. Et la psychologie positive, comme je la vois, elle n'est pas dans l'évitement de ce qui est compliqué, elle est dans l'acceptation de tout ce qui se passe en nous. Et puis, quand on fait de l'espace en soi, dans cet espace-là, on peut inviter plein de choses positives. Mais du coup, quand je suis face à des émotions négatives en moi, qu'est-ce que je peux faire pour pas les rejeter, en même temps les accueillir, mais en même temps elles sont désagréables. Donc, Oui. Et de nouveau, cette illusion-là, si on pense que le bonheur ce n'est que de l'agréable, ben, ce bonheur n'existe pas, c'est une illusion. La vie est pleine de choses désagréables. Qu'est-ce que j'en fais de ces émotions négatives? Ou pas négatives, tu as dit comment ces émotions désagréables, inconfortables, aversives. Alors, la première étape, ce serait d'apprendre à les observer, les identifier, à mettre des mots dessus. Parce que l'inconnu, évidemment, en nous, ça devient tellement compliqué à gérer. Quand on commence à mieux les connaître, ça serait comme un animal sauvage. Au début, il nous fait peur, et puis à force de l'apprivoiser, c'est peut-être pas votre animal favori, notre animal favori, mais c'est pas nous qui choisissons, il fait partie de la vie. Et puis quand on l'a apprivoisé, il nous accompagne, mais il n'est plus un obstacle. Quand je parle aux personnes qui sont timides, il y a deux grandes possibilités. Ou alors je veux supprimer la timidité, elle est négative, et je me dis, j'irai vers les autres quand je ne serai plus timide. Et on peut attendre le quand très longtemps, toute sa vie. Ou on peut apprendre à apprivoiser la timidité, apprendre à vivre avec, et je vais vers les autres avec ma timidité. Je n'attends pas qu'elles disparaissent. Donc tu forces tes émotions, Non, tu les forces pas. Tu sautes par-dessus. Tu vis avec. Pourquoi devrions-nous obéir à nos sentiments? Nos sentiments peuvent exister, ils ne doivent pas absolument déterminer nos comportements. Il y a souvent une grande confusion entre émotions et comportements. Par exemple, les émotions comme la colère, on ne les aime pas parce qu'on les confond avec la violence. Mais je peux ressentir de la colère et avoir un comportement même doux envers quelqu'un. L'émotion est une chose, le comportement en est une autre. Et donc, c'est apprendre à mettre de la distance entre nos sentiments, d'une part, nos émotions, et nos comportements. Mettre de l'espace. L'émotion, elle est bien là pour nous dire quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre? Est-ce qu'elle n'est pas là pour... c'est pas comme un petit cluedo, il faut trouver les indices pour comprendre pourquoi on en Oui, complètement. Et donc, voilà justement un argument en plus pour ne pas les rejeter. Notre émotion nous parle en général comme, on peut dire un cluedo, mais on pourrait dire une pièce de monnaie avec deux faces. D'un côté, il y a l'émotion, et de l'autre côté, il y a tout ce qui est important pour nous, nos valeurs, nos besoins. Nous n'avons des émotions que parce que les choses sont importantes pour nous. Si j'ai peur pour mon enfant, c'est que mon enfant est important pour moi. Sinon, je n'aurais pas peur, et ainsi de suite. Et donc, vouloir éviter de ressentir ces émotions, il n'y a qu'un seul moyen, éviter de vivre alors. Mais parfois, les émotions, est-ce qu'elles ne peuvent pas être attachées à quelque chose qui est presque imaginaire ou qui est pas très sensé, je ne sais pas comment dire. Complètement. Et nos pensées, en pensée, Mark Twain disait « J'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Alors ici, on parle du lien entre émotion et pensée. Et à nouveau, je refais un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette pensée positive nous dirait, voilà, les pensées négatives, attention, danger, il faut surtout les supprimer et n'avoir que des pensées positives. Premièrement, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Quand on va bien, peut-être, mais quand on ne va pas bien, est-ce que c'est tellement simple de contrôler nos pensées? Peut-être pas. Et ce genre de manière de voir met une importance beaucoup trop grande des pensées. Les pensées deviennent l'objet central de notre vie. Alors que les approches de la troisième vague, dont je parle dans le livre notamment, nous disent que nos pensées, somme toute, ne sont que des pensées. Et apprenons à les considérer comme des pensées, certaines désagréables, certaines difficiles, et à prendre de la distance. Dans ce cas, je peux avoir une pensée qui me dit « c'est impossible pour moi de me lancer dans ce projet ». J'observe la pensée, je me lance dans le projet. Mais peut-être qu'il ne faut pas y aller dans ce projet. Mais par contre, tu as une activité qui me fait penser à toutes ces pensées, c'est que tu fais de la pleine conscience. En plus, c'est quelque chose que tu aimes, a priori beaucoup, tu fais depuis longtemps. C'est pas à ça que sert la pleine conscience, justement, de regarder ses pensées? Oui. D'apprendre à revenir à l'expérience du moment présent et d'avoir une relation plus directe avec notre vie. Donc plutôt que d'avoir toujours le filtre de nos émotions et de nos pensées entre nous et notre expérience, entre nous et les autres, pouvoir l'avoir de manière plus directe, de nous fier plutôt à notre expérience et à nos sens qu'à nos pensées, à nos sentiments. Et donc ce n'est pas rejeter les pensées et les sentiments, c'est apprendre à les observer comme des objets qui font partie de l'expérience de vie, et parfois ils sont confortables et agréables, parfois ils sont même utiles, parfois ils sont désagréables et parfois ils ne sont pas utiles. Nos pensées, parfois se trompent,
sais pas si tu es d'accord. Oui, bah oui. Voilà. Et parfois, elles nous trompent. Et donc, la question, est-ce qu'il faut absolument commencer à rentrer en lutte avec elles, se battre avec nos pensées, vouloir changer celles qui sont négatives en positives, ou est-ce qu'il ne serait pas plus simple de les considérer comme étant des pensées, certaines utiles, d'autres pas, certaines à suivre, d'autres pas. Comment tu fais la différence entre celles qui sont utiles et celles qui ne le sont pas, quoi? Comment tu reconnais celles qui te bouffent la vie et celles qui te font avancer? Par ton expérience. D'accord, oui, mais mon expérience avec des pensées qui me disent ton expérience te dit que. Oui, mais peut-être que la première étape serait de pouvoir te désidentifier de tes pensées et plutôt que de te prendre pour tes pensées, les voir comme des pensées. Et donc cette prise de distance donne une plus grande flexibilité dans la vie qui va te permettre de développer cette forme de sagesse. Dans ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a tes pensées et qu'il y a une autre partie de toi qui sait et qui peut, donc qui est détachée des pensées et qui peut dire oui, toi, pensée numéro 1, je comprends ce que tu me dis et ça a du sens, on y va. Pensée numéro 2, donc il y a autre chose. Alors, il y a ceux qui observent les pensées, bien sûr. Oui, il y a les pensées, il y a ceux qui observent les pensées. Ceux qui. Je dis ceux qui. Okay. Si la conscience, tu peux l'appeler la conscience, tu peux l'appeler autrement. Et si la conscience peut observer les pensées, c'est qu'elle n'est pas les pensées. Et cela nous apprend à nous désidentifier de nos pensées et à comprendre qu'elles font partie de la vie. Elles existent bien sûr les pensées, mais c'est peut-être pas seulement qui nous sommes. Nous ne sommes peut-être pas uniquement nos pensées, nos émotions. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des pensées et des émotions très difficiles et continuer à diriger sa vie dans la bonne direction. Et dans quelle direction? Dans la direction de nos valeurs, mais il n'y a que toi qui peux connaître tes valeurs. Il n'y a pas quelqu'un qui doit devoir te dire lesquelles elles sont. Et donc dans une situation quelle qu'elle soit, on peut se trouver avec des pensées très compliquées, des émotions très compliquées, mais être très au clair avec ses valeurs et amener ses pas dans la direction de ses valeurs. Mais ce qui est étonnant dans ce que tu décris, c'est que donc, les pensées, les émotions, ce n'est pas moi, on va dire. Alors le moi ou la conscience, elle est vide de tout ça, donc elle est vide. Et en même temps, elle est pleine de tout ça. Elle est à chaque instant pleine de tout le monde. Elle est pleine des personnes que tu rencontres, des arbres. Elle est contenant de tout ça. Voilà, elle est contenant de tout. Se prendre pour une pensée, c'est dangereux, parce que si la pensée est compliquée et difficile, imagine dans quel état tu te sens. Se prendre pour une émotion, c'est dangereux. Quand l'émotion est difficile, j'ai l'impression, est-ce que je peux ne pas me prendre pour une seule chose et avoir une vision de moi plus large, plus flexible, plus adaptée. Quand tu fais de la pleine conscience, tu apprends aussi à revenir dans le moment présent. Complètement. Je trouve que dans beaucoup des études que font la psychologie positive, ça ressort ce moment présent. Comment on fait le lien entre être dans ce monde, avoir des projets, on est dans un monde d'action, comment on fait le lien entre ce côté je suis dans le présent et parfois même l'inaction et je suis dans un monde de projets, de futur, Comment toi tu as des projets? La première question c'est ton projet, quand tu le construis quand? Ok, bon. Oui, c'est vrai. Tu me dis ça, mais tu le construis maintenant, tu le construis toujours maintenant. Et la pleine conscience n'est pas une idéologie de dire l'instantanéité est la seule chose qui compte, c'est de dire nous apprendre à ne pas être uniquement perdus dans les regrets du passé ou dans l'anxiété parfois, ou même les projets positifs du futur, et d'oublier de vivre l'instant présent. Un moment peut-être de ta vie, tu décides d'aller grimper sur une montagne, d'aller faire un voyage, c'est important, cette montagne elle te donne un horizon, elle te motive à y aller, mais si tu oublies de regarder où tu mets les pieds, de très nombreux risques. Premièrement, tu risques de tomber, de cogner un caillou, de tomber dans un précipice et de ne pas arriver à ta montagne. Et deuxièmement, tu oublies de savourer chaque moment de ta promenade, chaque fleur, chaque arbre, et tu risques d'arriver en haut de la montagne et de te dire c'était tout, et d'être extrêmement insatisfaite. Et celui qui peut vraiment savourer son chemin, pour finir, la destination est beaucoup moins importante. Ça ne l'empêche pas d'avoir des projets, mais voilà, c'est maintenant ce qui compte. Le bonheur, s'il n'est pas maintenant dans notre manière de marcher, il n'est jamais. Oula, comment ça? Redis ça, là j'ai pas compris. Vas-y, le bonheur... Alors c'était peut-être un peu trop catégorique, on devrait le mettre sous forme de question, mais le bonheur, s'il n'est pas maintenant dans notre manière de marcher ce chemin, il n'est jamais, parce qu'on n'y arrivera jamais. Ce sera toujours une destination ailleurs, le bonheur sera toujours dans l'ailleurs. Donc si tu avais un conseil là, si je dois commencer, c'est quoi le plus important pour être heureux? Qu'est-ce qui est le plus important à mettre en place dans sa vie pour être heureux? Je crois que le plus important est différent pour chacun et chacune d'entre nous. Il n'y a pas une recette. Alors comment on trouve ce qui est différent pour chacun de nous? On s'arrête régulièrement, on prend le temps de se déposer en soi, on prend le temps de se connecter simplement à sa respiration,
On prend le temps de se poser la question de ce qui est fondamental pour nous. On prend le temps de regarder tout ce qu'il y a de merveilleux dans notre existence. On prend le temps de communiquer avec les gens qui comptent et ainsi de suite. Et en prenant tous ces moments dans le présent, on découvre peut-être, on se connecte à ce qui est important pour nous, puis on se met en route. Et lorsqu'on arrête d'avoir l'illusion que les choses nous sont dues, qu'il y a un bonheur matériel ou qui nous est dû, que rien ne nous est dû, alors on se met en action. On cesse d'espérer tout le temps et on se met à agir. On se met à agir sans certitude, puisque voilà, il n'y a aucune garantie. Moi, je ne connais aucune technique au monde qui nous permette de savoir qu'on va réussir dans nos projets. Par contre, lorsqu'on arrête absolument de croire que quelque chose nous est dû et qu'on arrête un peu d'espérer, alors on peut mieux agir. Je pense que c'est Comte Sponville qui disait ça, que cette forme de sagesse, c'était d'espérer, de craindre un peu moins, aimer et agir un peu plus. Je pense que le bonheur est... On parle beaucoup d'efficacité, d'atteinte d'objectifs, de projets, et ainsi de suite. Et il me semblait que la condition du bonheur était d'abord une condition intérieure et de réconciliation avec soi-même, de réconciliation avec tous les côtés qu'on n'aime pas de soi, souvent ces côtés avec lesquels on est tellement dur, avec nos sentiments, avec nos pensées, et ainsi de suite. Et lorsqu'on est réconcilié avec soi-même, on a aussi plus de facilité de savoir qu'est-ce qui est important pour nous et de se mettre en route vers les projets qui sont fondamentaux. Mais par contre, être en guerre à l'intérieur et se mettre en route et réussir des projets, on peut réussir des grandes choses, en tout cas des grandes choses aux yeux des autres, et avoir une vie intérieure dévastée et vouloir mettre fin à ses jours. Donc ce n'est pas un gage de réussite. Et de nouveau, le bonheur, ce n'est pas uniquement une chose personnelle. Je pense que c'est Épicure, de nouveau, qui disait qu'on ne peut pas être heureux sans mener une vie sage, honnête et juste. Et chose qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est, pour moi, je vois la vie sage comme quelque chose d'intérieur, ce regard, cette ouverture intérieure, la vie sage. La vie honnête, elle nous parle de la relation avec les autres, comment nous pouvons être vraiment authentiques avec les gens autour de nous. Et la vie juste, pour moi, elle nous parle de la société. Dans notre vie, en tant que chef d'entreprise peut-être, mais chacun d'entre nous, en tant que citoyen, comment est-ce que nous pouvons participer à un monde plus juste. Et donc le bonheur serait cette vie sage, honnête et juste. Et il disait aussi, d'ailleurs, on ne peut pas être sage, honnête et juste sans être heureux. Ce qui donne de l'espoir, quelque part. Mais du coup, si tu es en conflit avec toi, à l'intérieur, il y a des choses de toi que tu n'aimes pas, il faut juste les accepter. Peut-être. Peut-être, en tout cas, peut-être cette attitude de douceur envers nous-mêmes. Les études scientifiques sont très intéressantes là-dessus. Elles nous montrent que, contrairement à la croyance qui serait si j'accepte, si je suis doux avec moi-même, je vais me laisser aller, je vais tout tolérer. Non, au contraire, le fait d'être doux envers ce qui se passe à l'intérieur de nous nous rend beaucoup plus clair par rapport à nos comportements, par exemple. De nous remettre en question, de dire, tiens, voilà, cette souffrance intérieure, avec laquelle je peux être très doux, m'a amené à avoir tel comportement objectif qui n'est pas adapté. Je le reconnais, je peux aller m'excuser, ou je peux essayer de réparer ce que j'ai fait. Par contre, la dureté envers nous-mêmes nous raidit, nous rigidifie, et nous amène malheureusement souvent à répéter encore les mêmes erreurs que nous ne voyons pas. Donc un peu comme au début de ce que tu as dit, justement le reconnaître, le voir, est la première étape pour s'en séparer d'une certaine... Ce n'est pas à nous, c'est de l'ordre des émotions et des pensées. Ça fait partie de notre expérience, mais donc pour moi ce n'est pas s'en séparer, c'est se réconcilier avec ça, mais c'est de ne plus en être prisonnier. C'est-à-dire que ces choses qui vivent en nous peuvent exister, mais on ne doit pas absolument suivre. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre nos émotions, nos pensées et nos comportements. Je disais que j'ai interviewé Robert Greene, qui est un auteur américain, qui lui, par exemple, d'avoir trouvé ce qu'il faisait vibrer dans le travail était une composante, mais vraiment essentielle de son bonheur. Donc, trouver son job idéal, celui qui nous fait vibrer... Ça peut faire partie, est-ce que c'est quelque chose d'essentiel dans le bonheur selon toi ? Je ne sais pas si c'est essentiel ou pas. Ce que je veux dire, c'est de nouveau de croire qu'il y a une chose qui est faite pour nous et qui est juste là. Et sans cette chose-là, nous ne serons pas heureux. Je pense que c'est dangereux de nouveau. De nouveau, de se mettre un idéal et tous les idéaux, je pense on se risque de nous écarter de la vie telle qu'elle est. C'est dans la vie telle qu'elle est aujourd'hui qu'on peut trouver notre bonheur, et ça ne nous empêche pas de faire des grandes choses, d'avoir des projets, d'y aller, mais dans ce cas, notre bonheur ne dépend pas de la réussite ou de l'échec de ces projets. Je vais prendre une citation de Spinoza qui disait « Le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, le bonheur, c'est la vertu elle-même. » Et donc, comment je le comprends, en tout cas, Spinoza, dans cette citation, il nous dit « N'attends pas la récompense, le bonheur comme récompense de tes actes, mais vis le bonheur dans ce que tu fais. » Et voilà, si la récompense vient, alors il y a un cadeau en plus, c'est très bien. Et donc, de se dire toujours qu'il y a quelque chose de spécial, qu'il faudrait le travail qui nous correspond vraiment, la personne avec qui on doit vivre qui nous correspond vraiment, et ainsi de suite, c'est toujours mettre des « alors ». Quand ? Alors. Ça n'empêche pas d'avoir des idéaux. Bien sûr que non.
On peut avoir des... Mais quand je dis idéal, je ne parlais pas des idéaux en termes de valeurs, au contraire. Mais les valeurs, ce qu'on appelle idéaux ici en tant que valeurs, on les vit au présent. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut porter, manifester dans le présent. La justice, pour moi, c'est pas quelque chose de loin qu'il faudrait atteindre. C'est quelque chose de très concret qui se manifeste dans la manière dont je vais traiter quelqu'un dans le restaurant tout à l'heure, quelqu'un que je rencontre dans la rue. C'est ça la justice, c'est pas quelque chose... Parce que si j'ai cette rigidité en disant la justice, c'est quelque part où je dois aller, et puis pour finir, je traite mal les personnes dans la vie autour de moi, qu'est-ce que je suis en train de créer comme monde? Est-ce que c'est un monde plus juste ou le contraire? Et donc c'est comment je peux incarner, c'est le mot qui ne me venait pas, c'est comment je peux incarner au quotidien, dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes respirations, ce qui est important pour moi, qui amène à ce que, je pense, les Grecs de la Grèce antique appelleraient le bonheur comme manière de cheminer dans sa vie, qui n'est pas quelque part, qui n'est pas quelque chose, qui est une attitude intérieure. Et le bonheur, si tu veux quelque chose pour clôturer. Ah non, mais moi je veux tout, dis-moi. En tout cas, parmi toutes les choses merveilleuses de bonheur, le bonheur c'est par exemple le regard de ma petite fille Néphélie qui a 2 mois. Et quand je regarde ses yeux, eh bien c'est l'univers entier qui s'ouvre. C'est la beauté de la vie. C'est le bonheur. Le bonheur. Félicitations d'ailleurs, j'ai reçu le petit faire-part, c'est magnifique, elle est très belle. Elle est vraiment maintenant. Ouais. Merci beaucoup Ilios d'avoir partagé tout ça avec moi et nous grâce à cette caméra. Et puis on va suivre et puis voir ton dernier livre, il s'appelle comment? Éloge de la lucidité, se libérer des illusions qui nous empêchent d'être heureux. Ok, donc où tu parles plus du côté obscur du bonheur. La moitié du livre s'intéresse à toutes ces idées reçues sur le bonheur, ces mirages qui peuvent nous entraîner très loin d'une vie qui a du sens. Et puis la deuxième partie, c'est quelques propositions alternatives sur ce qu'on pourrait faire pour cultiver cette vie sage, honnête et juste. Merci beaucoup. Merci.